20 000 personnes. Un matin ordinaire, du pain qui cuit, des affiches électorales encore fraîches sur les murs. Et puis le ciel devient noir en plein jour. En moins de 2 jours, tout s'arrête. Comment une ville entière a-t-elle pu être figée en un instant? Ses habitants, son pain, ses graffitis, est resté intact sous la cendre pendant 2000 ans. Car ce qui a tué cette ville est aussi ce qui l'a sauvée. La même catastrophe qui l'a engloutie l'a conservée presque intacte, comme aucune autre cité de l'Antiquité. Pour comprendre, il faut revenir avant le désastre, dans une cité prospère, insouciante, bâtie à l'ombre d'une montagne que personne ne craignait. Depuis le centre de Pompéi, il suffit de lever les yeux. Au bout des colonnes du forum, par-delà les temples et les toits effondrés, se dresse une silhouette large et paisible, le Vésuve. La ville et son bourreau tiennent dans un même regard. Aujourd'hui, le visiteur le sait, il connaît la fin de l'histoire. Mais les habitants qui foulaient ces dalles il y a 2000 ans ne voyaient qu'une montagne verte, couverte de vignes jusqu'au sommet, généreuse et rassurante. Rien ne leur disait que cette masse tranquille était un volcan encore actif. C'est là que se noue l'énigme de Pompéi. Comment une cité entière a-t-elle pu vivre, prospérer, se réjouir au pied d'un volcan et rester intacte plus tard, sous la cendre de ce même volcan pendant 2000 ans? Pour saisir l'ampleur du drame, il faut d'abord comprendre ce qu'était Pompéi avant qu'elle ne meure. Non pas des ruines, une ville vivante, bruyante, ambitieuse, l'une des plus agréables où vivre dans tout l'Empire romain. Pompéi s'étendait sur une 60aine d'hectares, ceinte de remparts longs d'environ 3 kilomètres. Une ville de taille moyenne pour l'époque, abritant à peu près 20 000 âmes. Mais sa position en faisait un lieu privilégié. Bâtie sur une ancienne coulée de lave solidifiée, une ironie que personne ne pouvait alors déchiffrer, elle dominait la plaine fertile de Campanie et se trouvait à quelques pas de la mer. Son port, animé, ouvrait sur la Méditerranée tout entière. Le vin, l'huile, le garum, cette sauce de poisson fermentée dont les Romains raffolaient, partaient d'ici vers les tables de l'Empire. La terre volcanique, riche et noire, donnait des récoltes exceptionnelles. Ce sol fertile qui les nourrissait était pourtant le produit d'anciennes éruptions. L'air sur ces pentes était doux, la lumière chaude. On imagine le brouhaha des rues au petit matin, le grincement des charrettes, les cris des marchands, l'odeur du pain sortant des fours. Pompéi n'avait rien d'un lieu de pouvoir ni d'une capitale. C'était une ville de commerce et de plaisir, où l'on venait faire fortune et où l'on dépensait cette fortune sans compter. Mais cette prospérité romaine reposait sur un socle bien plus ancien. Pompéi ne fut pas fondée par Rome. Ses premières pierres remontent au 8e, peut-être au 6e siècle avant notre ère. Sur ce carrefour de la Campanie se croisèrent des peuples successifs, les populations locales des Osques, puis l'influence raffinée des colons grecs installés sur la côte voisine, ensuite la puissance des Étrusques venus du nord, et enfin les Samnites, montagnards belliqueux qui firent longtemps de la cité leur place forte. Chacun laissa son empreinte. Quand on marche aujourd'hui dans Pompéi, on foule en réalité les couches superposées de plusieurs civilisations. Une ville qui s'est réinventée à chaque conquête sans jamais disparaître tout à fait. Rome, elle, arriva tard et par la force. Au début du 1er siècle avant notre ère, Pompéi rejoignit une révolte des cités italiennes contre la domination romaine. La répression fut implacable. Le général Sylla assiégea la ville, et les traces de cet assaut sont encore visibles. Sur certains remparts, on distingue les impacts des projectiles de siège, gravés dans la pierre comme les cicatrices d'une bataille perdue. Vaincu, Pompéi devint une colonie romaine aux alentours de l'an 80 avant notre ère. Des vétérans de Sylla s'y installèrent, la ville fut réorganisée à la manière romaine, et c'est de cette époque que date la Pompéi que nous connaissons, quadrillée, ordonnée, monumentale. Car le voyageur qui franchissait ses portes découvrait une cité pensée comme un damier. Les rues se coupaient à angle droit, découpant l'espace en îlots réguliers, les insulae. Ce n'était pas un désordre médiéval de ruelles enchevêtrées, mais une géométrie claire, presque moderne, héritée du génie urbain romain. On savait où l'on allait. Les grands axes reliaient les portes de la ville, et le long de ces artères se pressaient les boutiques, les ateliers, les fontaines publiques. Au cœur de tout, le forum. Une vaste esplanade rectangulaire bordée de colonnes où battait le pouls de la cité. C'était à la fois la place du marché, le tribunal, le lieu des cérémonies et le centre religieux. Là se dressait la basilique, non pas une église. Le mot désignait alors un grand édifice couvert dédié aux affaires et à la justice, les marchés,
Et surtout, les temples. Le plus imposant, le temple de Jupiter fermait le forum au nord. Et depuis ses marches, le regard portait droit sur le Vésuve. Les Pompéiens priaient le roi des dieux face à la montagne, sans y voir la moindre menace. Reste alors le paradoxe qui intrigue encore. Si ces gens ne craignaient rien, c'est pour une raison simple, et qui change tout. Ils ne savaient pas que le Vésuve était un volcan. Pour eux, ce n'était qu'une montagne. Aucune éruption n'avait eu lieu depuis des siècles, si longtemps que le souvenir même du feu s'était effacé de la mémoire collective. Les flancs du Vésuve étaient couverts de vignobles réputés. On y produisait un vin apprécié dans tout l'Empire. On savait que d'autres montagnes, plus au sud, crachaient parfois le feu, mais personne n'associait le Vésuve à ces phénomènes. Pour les Pompéiens, la menace n'existait tout simplement pas. Les Romains eux-mêmes, pourtant fins observateurs de la nature, s'y trompèrent. Le géographe grec Strabon, quelques décennies avant le désastre, avait bien noté que les roches du sommet semblaient rongées par le feu, comme brûlées. Il en déduisit que la montagne avait autrefois abrité des foyers ardents, désormais éteints. Éteints, c'est bien ce que l'on croyait alors. Le Vésuve passait, au mieux, pour un volcan mort dont l'activité appartenait à un passé lointain. Cette confiance tranquille explique tout le reste. Elle explique pourquoi personne ne fuit à temps, pourquoi la ville continua de bâtir, d'orner ses murs de fresques, de creuser ses caves et d'aligner ses amphores jusqu'au dernier jour. Elle explique aussi pourquoi Pompéi nous est parvenue si complète. Ses habitants ne préparèrent aucune évacuation, n'emportèrent presque rien, ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le ciel se déchire. La ville fut prise dans son quotidien même, gestes suspendus, four allumé, comptoir ouvert. L'air sur le forum est aujourd'hui immobile. Les colonnes brisées se découpent sur le ciel de Campanie, et derrière elles se dresse toujours la même silhouette. Le Vésuve n'a pas bougé. Les Pompéiens vivaient à ses pieds sans imaginer ce qu'il préparait, et ce qu'il allait bientôt recouvrir, non pour l'effacer, mais pour le conserver tel quel, à l'instant précis où tout s'arrêta. Dans une vitrine de verre, un homme est allongé sur le flanc. Il ramène ses bras contre son visage, comme pour se protéger d'une lumière trop vive ou d'une chaleur insoutenable. Ses doigts sont crispés. On distingue les plis de sa tunique, la courbe de son épaule, l'angle de ses genoux repliés. Il est là, figé dans son dernier geste, avec une netteté déconcertante. Devant lui, les visiteurs s'arrêtent, souvent silencieux. Car on n'a pas l'impression de regarder une statue ou une œuvre d'art, mais une personne saisie à l'instant même où la vie l'a quitté. C'est cette impression qui a bâti la légende de Pompéi. Partout dans le monde, on parle des corps de Pompéi, les habitants pétrifiés, transformés en pierre par la fureur du volcan. L'image est répandue, mais elle est fausse. Ce que l'on contemple dans ces vitrines n'est ni un cadavre, ni un squelette, ni un corps changé en roche. C'est autre chose, le résultat d'un procédé aussi étrange qu'ingénieux. Pour comprendre, il faut remonter le fil de ce qui s'est réellement passé sous la cendre, longtemps après la mort de la ville. Lorsque le nuage brûlant recouvrit Pompéi, il déposa sur les victimes une couche de cendre extrêmement fine, presque poudreuse. Cette cendre, encore chaude et humide, épousa chaque détail des corps qu'elle enveloppait, le tissu des vêtements, la forme des mains, les traits parfois même du visage. Puis elle durcit, comme un moule refermé sur son modèle. Les siècles passèrent. À l'intérieur de cette gangue solide, la chair, les muscles, les organes se décomposèrent lentement, se réduisirent à rien. Les os, plus résistants, subsistèrent au fond, mais tout le reste disparut, laissant à sa place un vide, un creux parfait, aux dimensions exactes d'un être humain, prisonnier de la roche de cendre. Pendant des générations, les premiers fouilleurs ne comprirent rien à ces cavités. Ils creusaient, tombaient sur ces poches vides, y trouvaient parfois quelques ossements, et poursuivaient sans saisir ce qu'ils avaient sous les yeux. Il fallut attendre l'année 1863 et l'arrivée d'un homme qui allait tout changer pour que le mystère se dénoue. Cet homme s'appelait Giuseppe Fiorelli, et il prit la direction des fouilles avec une idée neuve de ce que devait être l'archéologie. Là où ses prédécesseurs pillaient les ruines à la recherche d'objets précieux, lui voulait comprendre, documenter, préserver. Et lorsqu'on lui signala ces étranges cavités dans la couche de cendres durcies, il eut l'intuition qui allait rendre Pompéi immortelle. Ces vides, comprit-il, n'étaient pas de simples poches d'air, c'étaient des moules, la forme en négatif des corps disparus. Si l'on parvenait à remplir ce vide, on ferait ressurgir la silhouette exacte du défunt.
La méthode qu'il conçut était d'une simplicité audacieuse. Dès qu'un ouvrier repérait une cavité, on perçait de petits trous dans la croûte de cendre et l'on coulait à l'intérieur du plâtre liquide. On attendait qu'il durcisse, emplissant le moindre recoin du creux jusqu'aux plis les plus ténus. Puis, avec une infinie précaution, on dégageait la gangue de cendre autour. Et alors, sous les pelles et les brosses, apparaissait une figure. Un homme, une femme, un enfant, rendus à la lumière dans la posture même de leur agonie. À l'intérieur du plâtre, souvent, les véritables ossements de la victime restaient enchâssés, mêlant pour toujours le moulage moderne et le corps antique. C'est là toute l'étrangeté de Pompéi. Ces figures ne sont pas les corps eux-mêmes, ce sont des empreintes de plâtre de gens disparus depuis 2000 ans. La matière que l'on contemple n'a que quelques décennies. La forme qu'elle épouse, elle, remonte à la catastrophe. Ces silhouettes si humaines sont, au fond, du vide rendu visible. Si ce récit vous intéresse autant qu'il nous a intrigués, un pouce levé aide beaucoup ce genre d'histoire à trouver son public. Le procédé de Fiorelli produisit certaines des images les plus bouleversantes jamais léguées par l'Antiquité. On dénombre aujourd'hui une centaine de ces moulages réalisés au fil des fouilles. Chacun raconte, sans un mot, une fin particulière. Et parmi eux, certains groupes ont acquis une célébrité mondiale. Le plus saisissant est sans doute celui que l'on nomme le Jardin des Fugitifs. Dans un enclos qui fut jadis un vignoble, 13 figures gisent ensemble, surprises par la mort au moment où elles tentaient de fuir vers la campagne. C'est le plus grand groupe de victimes retrouvées en un seul lieu. On y devine des adultes et des enfants, effondrés les uns près des autres, certains le visage contre le sol, d'autres tentant encore de se relever. Ils avaient cru pouvoir courir plus vite que le nuage. Ils s'étaient trompés de quelques instants. Se tenir devant cet alignement de figures, à l'endroit précis où ils tombèrent, laisse une impression durable. On ne regarde pas un monument, mais la trace d'un instant précis, conservé tel quel. Il y a aussi ce moulage qui, plus que tout autre, a bouleversé les générations. Celui d'un chien. Attaché par une chaîne, l'animal ne put s'enfuir lorsque la cendre monta. Il se cabra, se tordit, tenta désespérément d'échapper à ce qui l'enserrait, et mourut ainsi, le corps arqué, les pattes convulsées vers le ciel. Son moulage restitue cette torsion finale avec une grande précision. Ce n'est ni un roi, ni un personnage illustre, seulement un animal resté attaché. Et c'est sans doute pour cela que son image a autant marqué les visiteurs. Mais à mesure que ces figures gagnaient en célébrité, une tentation s'installa, contre laquelle la rigueur commande de se prémunir. On voulut donner un nom, une histoire, un lien à chacune. On désigna telle figure comme une mère serrant son enfant, telle autre comme deux sœurs, telle autre encore comme une jeune fille enceinte. Ces récits, transmis depuis le XIXe siècle, sont émouvants. Ils sont aussi, le plus souvent, inventés. Les fouilleurs de l'époque notaient peu et mal. Ils interprétaient des postures selon leur sensibilité, comblaient les silences par l'imagination. Or, la forme d'un corps ne dit ni son nom, ni ses amours, ni sa famille. Ce qui est certain, c'est la posture et le vêtement. Le reste appartient au récit, pas à la preuve. Les sciences modernes le confirment avec éclat. L'analyse de l'ADN et les examens par scanner, menés ces dernières années sur les ossements enchâssés dans le plâtre, ont parfois renversé des certitudes anciennes. Des figures que l'on croyait être des femmes se sont révélées être des hommes. Des liens familiaux tenus pour acquis n'ont pas résisté à l'analyse. Ce que le XIXe siècle avait raconté avec émotion, le XXIe le corrige avec méthode, non pour effacer ses récits, mais pour cerner au plus près ce que l'on peut réellement savoir de ses victimes. Reste alors l'essentiel, qu'aucune science ne peut contester. Ces moulages sont la raison pour laquelle Pompéi n'est pas une ruine parmi d'autres. Ailleurs, on découvre des murs, des colonnes, des fondations. Ici, on découvre l'instant, le geste, la peur. La cendre n'a pas seulement conservé une ville, elle a gardé la trace de la seconde où cette ville a cessé de vivre. Et cette trace, restituée par le plâtre d'un archéologue du XIXe siècle, se donne encore à voir, 2000 ans plus tard, derrière le verre des vitrines. Il faut imaginer la scène. Un jour ordinaire, sous le règne de l'empereur Néron, la terre de Campanie se met à gronder. D'abord un frémissement sourd, venu des profondeurs, puis une secousse violente qui parcourt la plaine, fait tanguer les colonnes, lézarde les murs, effondre les toitures. Les statues des temples oscillent sur leur socle, les fontaines débordent,
Le bétail, pris de panique, se rue dans les rues. En quelques instants, une partie de l'une des villes les plus prospères de la baie s'affaisse dans un nuage de poussière. Ce n'était pas encore la fin, seulement un avertissement que personne ne sut interpréter. Cette catastrophe survint le 5e jour de février de l'an 62 de notre ère, 17 ans avant l'éruption. Certaines sources la datent plutôt de l'année suivante, 63, tant les copies antiques divergent parfois d'une année. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'un séisme d'une puissance considérable frappa Pompéi 17 ans avant l'éruption, et que ce séisme était probablement lié, sans que personne pût alors le comprendre, à l'activité du volcan. Les dégâts furent immenses. Le philosophe Sénèque, contemporain des faits, consacra à l'événement des pages entières. Il rapporta que le tremblement avait ravagé la région, qu'un troupeau de plusieurs centaines de moutons avait péri, que des habitants avaient erré hébétés, incapables de retrouver leur chemin dans une ville soudain méconnaissable. Sénèque nota aussi un détail troublant que l'on ne comprit que bien plus tard. Certaines bêtes, écrivit-il, avaient été retrouvées mortes sans blessure apparente, comme asphyxiées par un souffle empoisonné sorti de la terre, des exhalaisons délétères, des vapeurs montées des entrailles du sol. Ce que le philosophe décrivait sans le savoir, c'étaient probablement des émanations volcaniques, ces gaz que le Vésuve laissait filtrer par les fissures ouvertes du séisme. Autant de signaux que l'époque n'avait aucun moyen d'interpréter. Sur les murs même de Pompéi subsiste un témoignage plus modeste, mais plus émouvant encore. Dans la maison d'un banquier de la ville, un homme du nom de Lucius Cecilius Iucundus, on a retrouvé des bas-reliefs sculptés qui figurent la scène. On y voit le temple de Jupiter penché, sur le point de basculer, ses colonnes inclinées. Un char emporté par des chevaux affolés, un arc qui vacille. Un habitant a voulu fixer dans la pierre le souvenir du jour où sa ville avait tremblé, un témoignage direct, gravé par quelqu'un qui avait vécu la scène. Mais oublié précisément, il ne le pouvait pas, car les stigmates du séisme ne disparurent jamais tout à fait. Et c'est ici que se glisse une énigme que les fouilles ont mise au jour, une anomalie qui intrigue les archéologues. Lorsqu'on a dégagé Pompéi de sa cendre, on s'attendait à découvrir une cité au sommet de sa splendeur, riche et achevée. On a trouvé, en grande partie, un immense chantier. Partout des traces de reconstruction inachevées, des murs étayés, des colonnes remontées à la hâte, des fresques à demi refaites, des maisons entières encore couvertes d'échafaudages, des matériaux de construction empilés dans les cours, prêts à l'emploi mais jamais employés, des temples toujours en réparation. 17 ans après le tremblement de terre, une part importante de la ville n'était toujours pas remise sur pied. Le forum lui-même, cœur monumental de la cité, portait encore les traces du séisme au jour de l'éruption. Là où l'on attendait une ville à son apogée, les fouilles ont révélé une cité toujours en reconstruction, 17 ans après le choc. Cette lenteur intrigue, car Pompéi était prospère et l'argent ne manquait pas. Qu'une ville riche n'ait pas achevé, en près de 20 ans de se relever d'un séisme, demande une explication. Plusieurs facteurs se conjuguent sans doute. L'ampleur des destructions, d'abord, avait pu excéder tout ce qu'on imagine, exigeant des travaux colossaux. Le départ de certains habitants aisés, ensuite, effrayés et partis reconstruire ailleurs, aurait privé la ville d'une partie de ses forces vives et de ses financements. Il est possible aussi que les secousses ne se soient jamais tout à fait arrêtées, car un volcan qui s'apprête à entrer en éruption annonce souvent son réveil par des tremblements répétés, de plus en plus fréquents, dans les mois qui précèdent. Ce que les Pompéiens prenaient pour les répliques tardives d'un vieux séisme était peut-être déjà l'activité montante du Vésuve sous leurs pieds. Voilà toute la tragédie de ce chapitre. Le tremblement de terre de l'an 62 ne fut pas un événement isolé, un simple malheur régional. Il fut le premier chapitre d'une même histoire dont l'éruption serait le dernier. La terre qui trembla sous Néron et la montagne qui explosa sous Titus relevaient vraisemblablement du même processus souterrain, le même magma remontant lentement vers la surface. Les Pompéiens vécurent 17 ans au-dessus de ce phénomène sans en soupçonner l'existence. Ils réparaient leurs murs pendant que, sous eux, la pression augmentait. Cette ignorance n'était pas de la sottise. Elle découlait de tout ce que l'on a dit. Nul ne savait que la montagne verte était un volcan. Un séisme, pour un Romain, était une colère des dieux, un phénomène terrestre, effrayant mais compréhensible dans le cadre de sa foi. Il n'établissait aucun lien entre ces secousses et la paisible éminence couverte de vignes qui dominait la baie. Les deux appartenaient, dans son esprit,
à des ordres de réalité différents. Le tremblement venait de la terre, la montagne, elle, était le décor familier de son existence. Reliés l'un à l'autre demandait un savoir que cette époque ne possédait pas. Il faut se tenir dans une rue de Pompéi pour mesurer la chose. Là, sur une façade, une réparation nette, aux briques plus claires que le mur ancien, marque l'endroit où le séisme avait fendu la pierre. À côté, une autre fissure, celle-là jamais rebouchée, court encore du sol au linteau. Le silence règne. On entend le vent glisser entre les murs à moitié refaits. Et l'on comprend, dans ce silence, la scène telle qu'elle fut. Des maçons sur leurs échafaudages, des propriétaires impatients de retrouver leur belle demeure, une ville affairée à guérir, tournée tout entière vers l'avenir, vers la restauration, vers le retour à la normale. Aucun d'eux ne regardait dans la bonne direction. Aucun d'eux ne levait les yeux vers la seule menace qui comptait vraiment. Les échafaudages de Pompéi ne furent jamais démontés. Les fresques inachevées ne furent jamais terminées. Les pierres empilées dans les cours attendaient encore des mains qui ne reviendraient plus. Ce chantier interrompu, figé lui aussi par la cendre, est l'un des témoignages les plus parlants du site. Il montre une ville prise entre deux catastrophes, occupée à réparer la première quand la seconde survint. Il montre des habitants qui bâtissaient pour l'avenir sans savoir combien il serait court. Et il rappelle que l'avertissement, lui, avait bien été donné 17 ans plus tôt, mais qu'il n'avait pas été compris. En début d'après-midi, une colonne surgit du sommet du Vésuve, droite et puissante, s'élevant très vite vers le ciel. En quelques minutes, elle atteignit une altitude considérable, environ 33 km, une tour de cendres et de gaz, montant jusqu'aux confins de l'atmosphère. Depuis la ville, on la vit se déployer là-haut en une forme large et ramifiée, comme un arbre au tronc unique et à la cime étalée. Le jour, peu à peu, commença de se changer en nuit. Ce spectacle terrible, un homme l'observa depuis l'autre rive de la baie, et il eut la présence d'esprit de le décrire. Il s'appelait Pline le Jeune. Il avait alors 17 ans et se trouvait à Misène, à une trentaine de kilomètres de là, chez son oncle qui commandait la flotte impériale. Des années plus tard, à la demande de l'historien Tacite, il coucha par écrit ce dont il avait été témoin. Ces deux lettres constituent le seul récit oculaire de la catastrophe qui nous soit parvenu. Sans elles, les fouilles nous diraient comment Pompéi est morte, mais nous ignorerions le déroulement de la journée heure par heure et ce qu'éprouvèrent ceux qui virent le désastre arriver. Ce récit du plus célèbre cataclysme de l'Antiquité, nous le devons à un témoin qui n'avait alors que 17 ans. Pline décrivit la colonne avec une précision saisissante. Il la compara à un pin parasol, ce grand arbre méditerranéen au fût élancé et au feuillage déployé en parasol, image que tout Romain avait sous les yeux. Le tronc, c'était la colonne de matière projetée à la verticale par la force de l'éruption. La cime étalée, c'était le sommet du nuage, épanoui là où la poussée faiblissait. Cette description fut si juste que, aujourd'hui encore, les volcanologues nomment ce type d'éruption paroxystique une éruption plinienne, du nom de celui qui, le premier, sut en fixer la forme par des mots. Toute une catégorie de phénomènes volcaniques porte ainsi le nom de ce jeune témoin. Puis la matière commença de retomber. Portée par le vent qui soufflait ce jour-là vers le sud-est, la colonne se déversa précisément sur Pompéi. Ce ne fut pas de la lave, ce fut d'abord une pluie de pierres. Des fragments de pierre ponce, cette roche volcanique si légère et si poreuse qu'elle flotte sur l'eau, se mirent à tomber du ciel par milliards. D'abord de la taille de petits cailloux, puis plus gros, ils s'abattirent sur la ville en un déluge ininterrompu. À ce grésillement continu se mêlaient parfois des blocs plus lourds, des fragments de roches arrachés au flanc du volcan, capables de fracasser un crâne ou de défoncer une toiture. Sur les toits de Pompéi, la couche s'accumula avec une régularité implacable. 1 mètre, 2 mètres. Elle finit par atteindre près de 3 mètres de hauteur de pierres ponces entassées. Et c'est là que se joua le premier acte du massacre. Car cette accumulation, légère à l'unité mais colossale en masse, écrasa peu à peu les charpentes. Les toits de Pompéi, conçus pour supporter la pluie et le soleil, non des tonnes de roches, se mirent à céder. Ils s'effondrèrent les uns après les autres, ensevelissant sous leurs décombres ceux qui s'étaient réfugiés à l'intérieur, croyant y trouver un abri. Beaucoup de Pompéiens ne moururent pas asphyxiés ni brûlés, mais écrasés, sous leur propre maison, par le poids de la pierre accumulée.
Ceux qui comprirent à temps tentèrent de fuir, mais fuir n'avait rien d'évident. Dehors, dans l'obscurité totale, la pluie de pierres battait sans relâche. Pline le Jeune raconta que certains, à Misène pourtant plus éloignés, s'attachaient des oreillers sur la tête à l'aide de linge pour se protéger des retombées. À Pompéi, sous le bombardement direct, sortir revenait à s'exposer aux projectiles. Rester, c'était risquer l'effondrement. Chaque choix menait à une forme différente de mort. On avança à tâtons, une torche à la main dans le noir de midi, trébuchant sur la couche de ponce montante, cherchant les portes de la ville sous une averse de pierres. Reste une question qui a longtemps occupé ceux qui étudient le désastre, sa durée. On imagine souvent une explosion unique, un instant, une ville rayée d'un coup. La réalité fut tout autre et plus longue. L'ensevelissement de Pompéi ne fut pas l'affaire de quelques minutes. Il s'étala sur une durée que les spécialistes estiment aujourd'hui entre 18 heures et un peu plus d'une journée entière. Presque une journée complète, durant laquelle la ville fut recouverte par étapes, progressivement. Cette lenteur change tout à notre compréhension du drame. Elle signifie que les Pompéiens virent venir leur fin pendant des heures, qu'ils eurent le temps d'hésiter, de tergiverser, de prier, le temps de rassembler quelques biens, une bourse de pièces, un bijou, une lampe, le temps, pour beaucoup, de prendre la décision fatale de rester. Car pendant les premières heures de la pluie de Ponce, il était encore possible de partir. Ceux qui s'enfuirent aussitôt, sans attendre, sans s'attarder pour sauver leurs richesses, ceux-là eurent une chance réelle d'échapper. Une grande partie de la population, selon toute vraisemblance, quitta ainsi la ville durant cette longue première phase et survécut. Les fouilles ne retrouvent pas les 20 000 habitants, elles n'en retrouvent qu'une fraction. Les autres, en majorité, s'étaient éloignés à temps. Mais tous ne partirent pas. Certains attendirent que l'orage de pierre se calme, persuadés qu'il finirait par cesser. D'autres s'abritèrent dans les pièces basses de leur maison ou dans les caves, se croyant protégés. D'autres encore ne pouvaient fuir, les vieillards, les malades, les enfants en bas âge, les esclaves retenus à leur poste. Et il y eut ceux qui refusèrent d'abandonner ce qu'ils possédaient, s'attardant à empaqueter l'or et l'argenterie, misant leur vie sur leurs biens. La ponce montait toujours, les heures passaient. La fenêtre par laquelle on pouvait encore s'échapper se refermait lentement, sans bruit, sous la cendre grise. Au milieu de ce chaos, un homme prit une décision qui allait lui coûter la vie. À Misène, l'oncle de Pline le Jeune, commandant de la flotte et naturaliste réputé, aperçut le nuage à l'horizon. Au lieu de s'éloigner, il ordonna qu'on arme les navires. Il voulait observer de près ce phénomène encore jamais décrit et surtout porter secours aux populations prises au piège sur le rivage. Il fit mettre le cap vers la catastrophe. Son sort est lié à la seconde phase de l'éruption, celle où la mort de Pompéi cessa d'être un lent ensevelissement de pierres pour devenir quelque chose de bien plus rapide. Il y a une image que tout le monde porte en soi lorsqu'on évoque la fin de Pompéi. Un fleuve de lave incandescente dévalant les flancs du Vésuve, rouge et lent, engloutissant les rues, dévorant les maisons, changeant les habitants en torches vivantes. C'est l'image des films, des peintures, des récits populaires. Elle est spectaculaire et ancrée dans l'imaginaire collectif depuis des générations. Elle est pourtant fausse. La lave n'a joué aucun rôle dans la mort de Pompéi. Aucune coulée n'a jamais atteint la ville. Les Pompéiens ne sont pas morts brûlés par un torrent de roches en fusion. Ce qui les a tués était plus rapide et plus difficile à imaginer. Pour comprendre, il faut revenir au moment où la longue pluie de pierre touchait à sa fin. Après des heures d'ensevelissement lent, alors que la couche de ponce montait toujours et que les toits s'effondraient, l'éruption changea de nature. La colonne gigantesque qui montait vers le ciel depuis le début du désastre reposait sur une force, la puissance des gaz brûlants qui la propulsaient vers le haut. Mais cette poussée n'était pas inépuisable. À mesure que l'éruption se prolongeait, elle faiblit. Et quand une colonne de cette hauteur cesse d'être soutenue par en dessous, elle ne se dissipe pas dans le vent. Elle s'effondre, sur elle-même. Des dizaines de kilomètres cubes de cendres, de gaz et de roches brûlantes, jusque-là suspendues dans le ciel, retombent d'un coup vers le sol sous leur propre poids. C'est ce qu'on appelle un écoulement pyroclastique. Le mot, savant, désigne l'une des forces les plus meurtrières que la Terre puisse déchaîner. Il ne s'agit pas de lave, ce liquide épais qui rampe. Il s'agit d'un nuage. Un nuage au ras du sol, mélange dense de gaz, de cendres fines et de fragments de roches, dévalant les pentes du volcan à une vitesse effroyable,
plusieurs centaines de kilomètres à l'heure, plus vite qu'aucun homme ne saurait courir, plus vite qu'un cheval au galop. Rien ne le devance, rien ne l'arrête. Et surtout, il n'est pas rouge et lumineux comme la lave des images. Il est gris, opaque, roulant sur lui-même comme une avalanche de fumée. Une masse de cendres brûlantes fondant sur la ville à toute vitesse. Mais ce qui rend ce nuage si mortel, ce n'est pas seulement sa vitesse, c'est sa chaleur. À l'intérieur de l'écoulement pyroclastique qui atteignit Pompéi, la température avoisinait les 250 à 300 degrés. Une chaleur telle qu'elle tue non par le feu, mais par le simple contact de l'air surchauffé. Lorsque cette vague déferla sur la ville, ceux qui se trouvaient encore là moururent en un instant. Pas en quelques minutes, en une fraction de seconde. Le choc thermique fut si brutal, si total, que la mort les saisit avant même qu'ils aient pu réagir. C'est ce qu'établissent les analyses menées sur les ossements des victimes. Certains portent les marques d'une exposition à une chaleur extrême et fulgurante, cohérente avec une fin quasi instantanée. Et c'est là que la science moderne a bouleversé une certitude que l'on croyait acquise. Longtemps, on imagina les habitants de Pompéi mourant lentement, asphyxiés, étouffés par les cendres qui emplissaient peu à peu leurs poumons, luttant pour respirer dans l'air vicié. On voyait dans les postures recroquevillées des victimes le signe d'une lente suffocation. Les recherches récentes racontent une autre histoire. La position de nombreux corps, membres contractés, poings serrés, dans une attitude évoquant la crispation soudaine des muscles saisis par une chaleur intense, plaide en faveur d'une mort par choc thermique. Non pas l'agonie prolongée que l'on imaginait, mais une fin quasi immédiate, les victimes figées dans le geste qu'elles étaient en train d'accomplir. Une mort brutale, mais qui leur épargna sans doute une longue asphyxie. Le nuage brûlant ne frappa d'ailleurs pas une seule fois. L'éruption produisit plusieurs de ces écoulements successifs, déferlant les uns après les autres sur la région. Les premiers, moins puissants, s'arrêtèrent avant d'atteindre le cœur de Pompéi, où n'en effleurèrent que les abords. Mais l'un d'eux, plus violent, balaya la ville entière. C'est celui-là qui tua ce qui restait de population et qui déposa sur les corps la cendre fine qui allait en conserver la forme. La même vague qui donna la mort amorça aussitôt la conservation. Car voici le nœud de tout ce qui rend Pompéi unique au monde. Cette cendre fine, projetée par le nuage pyroclastique, était d'une finesse presque poudreuse. En se déposant, elle épousa les moindres reliefs, s'infiltra dans les moindres creux, enveloppa chaque objet, chaque forme, chaque visage, avec une délicatesse dont aucune coulée de lave n'aurait jamais été capable. La lave, elle, brûle et détruit tout ce qu'elle touche. Elle emporte, calcine, réduit en néant. Elle n'aurait laissé de Pompéi qu'une masse de roches noires, informes, muettes. Si la lave avait atteint la ville, il ne resterait rien à voir aujourd'hui. Pas de fresques, pas de moulage, pas de pain dans les fours, pas une ville figée. Rien. C'est le paradoxe central de Pompéi, et il tient à la nature même de ce qui l'a détruite. Un nuage à 300 degrés, lancé à très grande vitesse, s'est révélé être aussi un remarquable agent de conservation. Ce souffle qui tua les vivants figea les choses dans l'état où il les trouva. Il ne réduisit pas la ville en cendres, il l'immobilisa. Ce qui aurait dû tout effacer devint, par la nature fine de ses dépôts, ce qui a tout gardé. Si Pompéi nous est parvenu figé, c'est en raison de la forme précise qu'a prise sa destruction. Il faut se tenir dans une rue de Pompéi pour sentir ce que fut ce moment. Le silence, aujourd'hui, y est absolu. Là où roulaient les charrettes, où criaient les marchands, où résonnaient les pas de 20 000 vies, ne demeure qu'un calme minéral, à peine troublé par le vent. Ce silence est celui qui s'installa après le passage du nuage. Quand la dernière vague fut retombée, il ne restait plus rien à entendre. Sous la cendre encore chaude, la ville tout entière s'était tue, et elle allait le rester près de 17 siècles. Et lorsque le ciel se dégagea enfin, plusieurs jours après le début du cataclysme, ceux qui contemplèrent la baie depuis le large ne reconnurent plus rien. La côte elle-même avait changé de forme, repoussée par les dépôts. Là où s'élevait une cité prospère aux toits de tuiles, ne s'étendait plus qu'une plaine grise et uniforme, ondulant sous une couche de cendres et de pierres. Pompéi n'était plus une ville détruite, c'était une ville disparue du paysage, ensevelie sous 6 mètres de dépôts volcaniques. Il faudrait attendre des siècles avant que quiconque songe, de nouveau, à creuser cette terre. Sous la plaine grise, la ville dormait. Personne, au dehors,
ne songeait plus à elle. Dans les décennies qui suivirent la catastrophe, l'empereur envoya bien quelques commissaires évaluer les dégâts de la région, et des survivants creusèrent par endroits pour récupérer ce qu'ils pouvaient. Mais très vite, le lieu même de Pompéi s'effaça des cartes et des mémoires. La cendre se tassa, la pluie la durcit, l'herbe finit par la recouvrir. Là où s'étaient dressés les temples et les théâtres, on vit repousser des champs et des vignes. Les paysans des siècles suivants labourèrent la terre au-dessus des toits enfouis, sans se douter qu'ils marchaient sur une cité entière. Le nom lui-même se déforma dans les bouches locales, se réduisant à une appellation vague désignant un simple lieu-dit, la Civita, la cité, sans que nul ne sût quelle cité gisait là. Ce fut là un second ensevelissement, en quelque sorte. Le premier avait recouvert la ville de cendres, le second l'effaça de la mémoire des hommes. Pendant près de 1500 ans, l'une des cités les plus animées de l'Empire romain n'exista plus pour personne. Elle n'était pas détruite pour autant, elle demeurait sous quelques mètres de terre à portée de bêche, tandis que le monde au-dessus d'elle changeait de langue, de religion et d'empire. Il y eut pourtant au fil des siècles des signes, des avertissements que l'on ne sut pas lire. À la fin du XVIe siècle, un architecte entreprit de creuser un long canal souterrain pour détourner les eaux d'une rivière voisine et alimenter des domaines. Le tracé de cet ouvrage traversa, sans que personne le comprenne, le sous-sol même de Pompéi. Les ouvriers qui creusaient la galerie tombèrent sur des murs antiques, des fragments de fresques aux couleurs vives, des inscriptions gravées dans la pierre. On exhuma même, dit-on, une plaque portant un nom. Mais l'époque n'avait pas les yeux pour voir. On crut avoir traversé les restes d'une villa isolée, une ruine parmi tant d'autres dont la campagne italienne était semée. Le canal fut achevé, les vestiges rebouchés, et Pompéi resta enfouie un siècle et demi de plus. L'occasion s'était présentée, personne ne l'avait saisie. Il fallut attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que la terre livre enfin son secret. La région passa alors sous l'autorité d'une dynastie qui régnait sur Naples, et le roi, avide de prestige et d'antiquité, fit entreprendre des fouilles dans les environs. D'abord sur le site voisin d'Herculanum, l'autre cité ensevelie par le même désastre, où l'on remontait des statues de bronze et des marbres somptueux. Puis, quelques années plus tard, sur le site de la Civita. Et là, sous les pioches, une évidence s'imposa peu à peu, stupéfiante. Ce n'était pas une villa, ce n'étaient pas quelques ruines éparses, c'était une ville entière, avec ses rues, ses places, ses maisons alignées, ses boutiques, ses murs peints. Une ville complète, conservée sous la cendre et peu à peu rendue au jour. Mais il faut être honnête sur ce que furent ces premières fouilles, car elles ne ressemblaient en rien à la science patiente que le mot évoque aujourd'hui. Ce fut d'abord une chasse au trésor. On creusait des tunnels au hasard, on éventrait les maisons à la recherche de statues, de bijoux, de belles fresques et de mosaïques que l'on arrachait aux murs pour orner les palais royaux. Ce qui n'avait pas de valeur marchande ou décorative était brisé, jeté, parfois recouvert de nouveau. On prélevait les chefs-d'œuvre et l'on abandonnait le reste. Des pans entiers de fresques furent découpés, les plus beaux fragments emportés, le mur laissé à l'abandon. La ville conservée par la cendre subit ainsi, en ressortant de terre, une forme de pillage organisé au profit de la cour. Et c'est ici qu'intervient un revirement au cœur de l'histoire de Pompéi. Cette ville, retrouvée par des chercheurs de trésors qui la saccageaient, allait devenir l'un des berceaux de l'archéologie moderne. Le site que l'on éventerait pour le dépouiller de ses ornements finit, au fil des décennies, par transformer la manière dont on étudie le passé. Le basculement fut lent, mais profond. À mesure que l'on dégageait Pompéi, quelque chose changeait dans le regard des hommes. Car cette ville n'était pas seulement une réserve d'objets précieux, c'était un monde. En marchant dans ces rues exhumées, en poussant la porte de ces maisons, on ne contemplait pas des trésors isolés dans le vide d'un musée. On entrait dans la vie quotidienne d'un Romain ordinaire. On voyait où il dormait, où il cuisinait, ce qu'il vendait, ce qu'il écrivait sur ses murs. On comprenait, peu à peu, que la valeur de Pompéi n'était pas dans l'or qu'on m'en tirait, mais dans le tout qu'elle formait, dans le contexte, dans l'agencement des choses les unes par rapport aux autres. Un vase précieux arraché à sa maison perdait la moitié de son sens. Le même vase, laissé à sa place, dans la cuisine où on l'utilisait, racontait une histoire. Cette idée, aujourd'hui évidente, fut une révolution.
Elle signifiait que fouiller n'était pas prélever, mais lire, que la terre devait être creusée avec méthode, couche après couche, en notant l'emplacement exact de chaque trouvaille, en préservant les ensembles plutôt qu'en collectionnant les pièces. Que le plus humble objet à sa place valait plus qu'un chef-d'œuvre déraciné. Pompéi, par sa complétude même, imposa cette leçon. On ne pouvait pas traiter une ville entière comme un simple gisement de belles choses. Il fallait la respecter comme un organisme, la comprendre comme un texte. De cette exigence, née à Pompéi et affinée sur ses ruines au fil des générations, allait sortir l'archéologie moderne, cette discipline patiente qui ne cherche pas des objets, mais du sens. Il faut se tenir aujourd'hui à l'entrée d'une des maisons dégagées pour mesurer le chemin parcouru. Le sol est mis au jour à son niveau antique, plusieurs mètres sous la surface actuelle du terrain. Au-dessus, on aperçoit encore, par endroits, la couche de cendres et de terre non fouillée, cette masse compacte qui recouvre toujours une part de la ville. La limite est nette, presque brutale. D'un côté, la rue romaine rendue à l'air libre, avec ses dalles et ses seuils. De l'autre, le mur de matière grise qui garde jalousement ce qui n'a pas encore été touché. Car un tiers de Pompéi, aujourd'hui encore, dort sous la cendre, jamais exploré, intact comme au premier jour. Cette frontière de terre est l'image même de ce que Pompéi représente. Une ville à demi tirée du sommeil, dont une part demeure enfouie, offerte au futur. Ce que les chasseurs de trésors du XVIIIe siècle abîmèrent dans leur hâte, les générations suivantes apprirent à le préserver. Et ce qui reste enseveli, on le garde désormais en réserve, sachant que les méthodes de demain sauront mieux le lire que celles d'aujourd'hui. La ville restée enfouie 15 siècles fut enfin fouillée avec méthode et étudiée pour elle-même. Et son retour au jour ne fit pas que révéler une cité disparue. Il modifia durablement la manière dont on exhume et interprète les traces du passé. Dans un four de boulangerie, on a trouvé du pain. 81 miches, rondes, marquées d'entailles pour être partagées, certaines encore rangées comme le boulanger les avait laissées. Elles n'ont pas brûlé au sens où l'on brûle du pain. Elles ont été carbonisées par la chaleur, transformées en charbon noir. Mais elles ont gardé leur forme exacte. On distingue la croûte, les segments, parfois le sceau du fabricant estampé dans la pâte, une marque de propriété pour éviter les vols au four commun. Ce pain fut enfourné un matin comme un autre pour être vendu dans la journée. Les clients ne sont jamais venus le chercher. 2000 ans plus tard, il est toujours là, conservé dans sa forme carbonisée, trace d'un geste ordinaire, interrompu, net. C'est là que réside le prodige de Pompéi, celui qui la distingue de toutes les autres ruines du monde antique. Partout ailleurs, du monde romain, il ne reste que la pierre, des colonnes, des fondations, des murs dépouillés, blanchis par les siècles. Le bois a pourri, les couleurs se sont effacées, les tissus, les aliments, les mots tracés à la hâte, tout cela s'est évanoui. On imagine l'Antiquité en marbre blanc et en ruines nues. Pompéi dément cette image. Ici, la couleur est restée, le bois est resté. Le pain, les fresques, les affiches sur les murs, tout ce qui aurait dû disparaître en quelques années a traversé des millénaires. Et l'explication tient à la nature même du linceul qui recouvrit la ville. La cendre fine qui scella Pompéi forma un emballage presque hermétique, coupant les objets du contact de l'air. Or, c'est l'oxygène qui détruit. Il nourrit la pourriture, fait pâlir les pigments, ronge la matière organique. Privé d'air, tout se fige. Sous la cendre, les couleurs ne se ternissaient plus. Le bois ne se décomposait plus, le pain ne moisissait plus. La ville se retrouva pour ainsi dire mise sous vide, conservée comme presque aucun autre lieu de l'Antiquité. Ce que le temps efface partout ailleurs, Pompéi l'a gardé, non par miracle, mais par simple chimie. Un ensevelissement qui coupait l'air. Alors les murs se sont mis à parler, car les Pompéiens écrivaient partout, sur les façades, dans les rues, aux abords des tavernes. Ils griffonnaient, gravaient, peignaient. On a relevé des milliers de ces inscriptions, et elles composent un portrait de la vie quotidienne d'une vivacité stupéfiante. Il y a les affiches électorales, peintes en grandes lettres rouges sur les murs des rues passantes, réclamant qu'on vote pour tel candidat aux fonctions municipales, vantant ses mérites, appelant tel corps de métier à le soutenir. Il y a les annonces de spectacles de gladiateurs, précisant le nombre de combattants, la présence d'un auvent contre le soleil, la date des jeux. La ville faisait sa réclame sur ses propres murs, comme une rue commerçante d'aujourd'hui
couvertes d'affiches. Mais à côté de ces messages officiels, il y a l'autre écriture, celle des gens ordinaires, tracée dans la pierre, et c'est elle qui bouleverse. Des amoureux ont gravé leur passion, déclarant qu'ici, un tel aime une telle, ou souhaitant malheur à qui les séparerait. Un homme a écrit avec fierté qu'il avait aimé en ce lieu. Ailleurs, un client mécontent se plaint d'une auberge. Un autre note un compte, une dette, un rendez-vous. On trouve des insultes, des plaisanteries grivoises, des jeux de mots. On trouve même, sur les murs d'une salle d'études, la trace d'un écolier qui semble s'être plaint de son maître, ou d'un élève ayant griffonné là où il n'aurait pas dû. Ces mots-là n'étaient destinés à personne, et surtout pas à nous. Et pourtant ce sont eux qui, mieux que bien des monuments, laissent entendre la voix des Romains ordinaires. Leurs amours, leurs querelles, leur humour. Les murs ne parlaient pas seulement par les mots, ils parlaient aussi par la couleur. Les maisons de Pompéi étaient peintes, à l'intérieur, de fresques d'une richesse éblouissante. On peignait à même l'enduit encore humide, si bien que le pigment pénétrait la matière et s'y fixait pour de bon. Des scènes de mythologie, des jardins imaginaires peuplés d'oiseaux, des architectures en trompe-l'œil qui semblaient ouvrir le mur sur des perspectives infinies, des personnages grandeur nature. Et par-dessus tout, une couleur devenue légendaire, ce rouge profond, chaud et lumineux, si caractéristique qu'on l'appelle aujourd'hui le rouge pompéien. Franchir le seuil d'une de ces demeures, c'est passer de la rue grise à un intérieur qui flambe de couleurs, aussi vif qu'au jour où le peintre posa son dernier trait. Au sol, souvent, s'étalent des mosaïques faites de milliers de minuscules cubes de pierre et de verre. À l'entrée d'une maison, l'une d'elles représente un chien noir tendu sur ses pattes, gueule ouverte, sous une inscription qui invite le visiteur à prendre garde au chien. Cet avertissement, mi-sérieux, mi-plaisant, accueille encore les passants aujourd'hui. La vie quotidienne se lit aussi dans les équipements de la ville, et notamment dans ses bains publics, où les Romains passaient de longues heures. Ces termes reposaient sur une prouesse d'ingénierie que la cendre a merveilleusement conservée. Sous les sols et dans les murs des salles chaudes couraient des espaces vides, dans lesquels circulait l'air brûlant d'un foyer. Le sol lui-même reposait sur de petites piles de briques, ménageant en dessous une cavité où la chaleur se diffusait, montant ensuite par des conduits ménagés dans l'épaisseur des parois. On chauffait ainsi des pièces par le sol et par les murs, sans flamme visible, avec une efficacité que l'on croirait presque moderne. À Pompéi, on peut encore voir ces piliers minuscules alignés sous les sols effondrés, ce dispositif souterrain qui réchauffait les corps des baigneurs. La ville comptait aussi ses lieux de plaisir, et l'honnêteté historique commande de les mentionner comme le reste, sans les farder ni les grossir. On y dénombrait, selon les estimations, environ 25 établissements de prostitution. Le mieux conservé a gardé ses petites chambres, ses couches de pierre maçonnées et ses fresques. Ce n'est ni un scandale, ni une curiosité racoleuse. C'est un pan de la réalité d'une cité portuaire romaine, où marins, marchands et voyageurs de passage étaient nombreux. Le regarder pour ce qu'il est, un fait de société, dit sur la vie antique bien plus que le silence pudique des manuels d'autrefois. Voilà pourquoi Pompéi n'est pas un simple champ de ruines. Le pain dans le four, le rouge sur les murs, l'inscription gravée près d'une porte, le chien de mosaïque sur le seuil, l'air chaud qui circulait sous les dalles des bains. Tout cela ne compose pas seulement le souvenir d'une ville, mais son quotidien conservé. On n'y visite pas seulement des vestiges, on y retrouve la vie de gens qui travaillèrent, aimèrent et se plaignirent, à peu près comme nous. La cendre qui les tua conserva jusqu'à leurs mots les plus banals. Et de tout ce que le désastre a enseveli, c'est peut-être là le plus précieux, non pas les temples ni les statues, mais la voix ordinaire d'un peuple, tracée à la hâte sur un mur. Il y a une date que tout le monde connaît. Elle figure dans les manuels, dans les encyclopédies, sur les plaques des musées, répétée depuis des siècles avec l'assurance d'une évidence. Le 24 août de l'an 79. C'est ce jour-là, dit-on, que le Vésuve entra en éruption et engloutit Pompéi. Cette date est si ancrée, si souvent citée, qu'elle semble aussi solide que la pierre des ruines elle-même. Et pourtant, depuis quelques années, elle est de plus en plus contestée. Les données s'accumulent, discrètes mais convergentes, et elles pointent vers une autre saison. Il se pourrait que Pompéi ne soit pas morte en plein été, et que la date la plus célèbre de l'Antiquité soit erronée depuis le départ. Pour comprendre d'où vient le doute, il faut d'abord savoir d'où vient la date. Elle ne repose pas sur une observation directe, ni sur une pierre gravée le jour du drame. Elle provient des lettres de Pline le Jeune,
ce témoin oculaire dont le récit est notre seule source écrite. Mais voici le problème, et il est de taille. L'original de ces lettres n'existe plus. Ce que nous possédons, ce sont des copies de copies, recopiées à la main par des moines au fil du Moyen Âge sur des siècles, chacune reproduisant la précédente avec ses erreurs et en ajoutant les siennes. Or, c'est dans le passage où Pline indique la date que ces copies divergent le plus. Selon les manuscrits, on dit des jours différents, des mois différents. La date du 24 août est celle que les érudits ont fini par retenir parmi plusieurs versions concurrentes, en tranchant un débat que les textes eux-mêmes ne permettent pas de clore. Autrement dit, la date canonique repose sur une chaîne de copistes faillibles, non sur un fait établi. Longtemps, ce doute textuel resta l'affaire de quelques spécialistes. Mais ce sont les pierres et non les manuscrits qui ont fini par relancer l'enquête. Car la ville elle-même, en ressortant de terre, s'est mise à livrer des indices matériels qui cadrent mal avec un mois d'août. Et ces indices, contrairement au texte, ne mentent pas et ne se recopient pas. Le premier indice est dans ce que mangeaient les Pompéiens au moment du drame. Dans les maisons, dans les réserves, sur les étals, on a retrouvé des fruits et des aliments qui ne correspondent pas au plein été. Des grenades, des châtaignes, des noix, des figues sèches, des fruits que l'on récolte et que l'on conserve à l'automne, non en août. Sur les branches et dans les jarres, on a identifié des espèces dont la maturité tombe en septembre ou en octobre. Un raisin en cours de transformation a été retrouvé, cohérent avec les vendanges qui ont lieu en automne. La nourriture présente dans la ville était celle de l'arrière-saison, pas celle d'un mois d'août. Le deuxième indice est dans la manière dont ils s'habillaient et se chauffaient. Sur plusieurs victimes, on a relevé des vêtements lourds, des tissus plus épais qu'on ne s'attendrait à en porter durant la canicule d'un été méridional. Plus révélateur encore, on a trouvé dans les maisons des brasseros, ces réchauds portatifs que l'on allumait pour tempérer la fraîcheur. Certains portaient des traces d'usage récent. Or, on n'allume pas de brasseros au mois d'août dans le sud de l'Italie, quand la chaleur écrase la région. On l'allume plutôt quand les soirées se rafraîchissent, à l'automne. Ces objets ordinaires, ces réchauds oubliés dans un coin, cadrent mal avec une date estivale. Mais l'indice le plus spectaculaire, celui qui donna au débat un retentissement mondial, fut découvert en l'an 2018. Dans une maison en cours de fouille, sur un mur encore en travaux, un ouvrier de l'Antiquité avait tracé au fusain une brève inscription, une note sans importance, un graffiti de chantier comme il y en a tant. Mais cette inscription portait une indication de jour, une date. Et cette date, telle que les spécialistes la déchiffrèrent, correspondait à la mi-octobre, au 17e jour d'octobre pour être précis. Le détail décisif tient à la matière. Le fusain est fragile, éphémère. Un tel trait de charbon ne survit pas des mois exposés à l'air et au frottement. Il fut donc tracé peu de temps avant que la cendre ne le scelle. Si cette lecture est exacte, cela signifie que la ville était encore vivante, avec des ouvriers écrivant sur ses murs, à la mi-octobre, soit près de 2 mois après la date traditionnelle. Dans ce cas, le 24 août ne tient plus. À ces preuves archéologiques est venue s'ajouter, tout récemment, la voie de la géologie. Des études menées au cours des années 2024 et 2025 se sont penchées sur la manière dont les vents avaient dispersé les cendres du Vésuve ce jour-là. La direction dans laquelle les matériaux se sont répandus dépend des vents dominants, et ceux-ci changent selon les saisons. Or, la répartition des dépôts autour du volcan correspond mieux au régime de vent de l'automne qu'à ceux de l'été. La Terre elle-même, par la façon dont elle a reçu la cendre, semble aller dans le sens de ce qu'indiquaient déjà les fruits, les braseros et le graffiti au fusain. Plusieurs approches indépendantes pointent ainsi vers la même saison, l'automne. Face à un tel faisceau, on pourrait croire l'affaire réglée. Elle ne l'est pas, et l'honnêteté oblige à le dire, car aucun de ces indices, pris isolément, ne constitue une preuve absolue. Les fruits secs pouvaient être des conserves de l'année précédente, gardées d'un automne à l'autre. Les braseros pouvaient servir à d'autres usages qu'au chauffage, à cuisiner ou à brûler des offrandes. Le graffiti au fusain a été lu par certains comme portant une toute autre date, sa déchiffrure ne faisant pas l'unanimité. Et surtout, aucune de ces données ne fournit un jour précis. Elles indiquent une saison, elles rendent l'été improbable, mais elles ne gravent pas dans le marbre une date de remplacement. On sait mieux ce que ce ne fut pas que ce que ce fut. Voilà pourquoi le débat demeure ouvert et pourquoi il est passionnant. Il oppose deux formes de mémoire.
D'un côté, une date transmise par les textes, vénérable, répétée depuis des siècles, mais fondée sur des copies incertaines dont l'original s'est perdu. De l'autre, un ensemble d'indices matériels, concrets mais muets sur le jour exact, tirés du sol même de Pompéi, qui pointent vers l'automne. D'un côté, la tradition écrite, de l'autre, les données de terrain. Entre les deux, les spécialistes continuent d'avancer leurs arguments, sans qu'une certitude définitive ait tranché. Ce qui est sûr, c'est que la question a cessé d'être un détail d'érudit. Elle touche à quelque chose de plus profond. À quel point notre savoir le plus assuré peut reposer sur des fondations fragiles. Pendant des siècles, on a enseigné le 24 août comme un fait, sans soupçonner qu'il reposait sur une chaîne de copies incertaines. Il aura fallu qu'une ville morte livre ses fruits, ses réchauds et un simple trait de charbon sur un mur pour remettre en cause une évidence vieille de 1500 ans. Pompéi, ici encore, rappelle avec quelle prudence il faut lire les traces du passé. On imagine Pompéi comme une ville morte d'un seul coup, abandonnée à l'instant du désastre, laissée au silence total dès que la dernière cendre fut retombée. Une cité fantôme, scellée pour toujours, désertée par les vivants jusqu'à sa redécouverte des siècles plus tard. Cette image, séduisante, est en partie inexacte, car les fouilles les plus récentes ont révélé un fait inattendu. Après la catastrophe, des gens sont revenus. Ils se sont installés parmi les ruines et ont vécu sur les décombres de la ville engloutie, non pas quelques jours, mais durant des siècles. Pompéi n'est pas morte en une journée. Elle a mis très longtemps à s'éteindre. Pour saisir comment cela fut possible, il faut se représenter le paysage au lendemain du désastre. La ville n'avait pas été rasée, elle avait été ensevelie. Sous la couche de cendres et de pierres ponces, les bâtiments tenaient encore debout, écrasés en partie, mais présents. Et surtout, les étages supérieurs des maisons les plus hautes, les sommets des édifices monumentaux, dépassés par endroits de la nappe grise, là où l'ensevelissement avait été moins épais, des toits, des murs, des pans entiers de construction émergeaient de la plaine de cendres, comme les vestiges d'une ville à demi noyée dont on verrait affleurer les crêtes. Ces ruines saillantes n'étaient pas vides, elles offraient un abri. Ceux qui revinrent furent d'abord, selon toute vraisemblance, les survivants eux-mêmes. Ceux qui avaient fui à temps durant les premières heures, qui avaient échappé à la mort et qui, une fois le calme revenu, remontèrent vers l'endroit où s'était dressée leur maison. Certains venaient chercher ce qu'ils avaient dû abandonner dans la panique, de l'argent enfoui, des objets de valeur, les biens d'une vie laissés sous la cendre. On a retrouvé les traces de ces fouilles anciennes, des galeries creusées peu après le drame, des trous percés à travers les murs pour passer d'une pièce ensevelie à l'autre, des pièces vidées de leurs objets précieux par des mains qui savaient exactement où chercher. Ce furent en un sens les tout premiers fouilleurs de Pompéi, non des archéologues, mais des rescapés revenus sur les lieux de ce qu'ils avaient perdu. Mais il y eut plus que ces retours furtifs. Il y eut une véritable réoccupation, durable, par des gens qui firent des ruines leur demeure. Les recherches conduites tout récemment dans le parc archéologique, au fil des campagnes de fouilles de l'année 2025, ont montré que des populations pauvres s'établirent parmi les décombres et y menèrent une existence modeste mais réelle. Elles n'avaient pas les moyens de reconstruire une ville, elles se contentèrent d'habiter ce qui restait. On s'installa dans les niveaux supérieurs des bâtiments qui émergeaient, on aménagea des espaces de vie dans les étages naguère enfouis, on transforma les ruines en logements de fortune. Ce n'était plus la Pompéi prospère d'autrefois, cette cité de commerce et de couleurs, mais un habitat précaire, installé sur les restes d'une ville morte. Et l'indice le plus frappant de cette vie retrouvée se cache dans un geste d'une humble ingéniosité. Parmi les ruines, on a découvert des fours, des foyers, installés dans des lieux qui n'avaient jamais été prévus pour cela. On a trouvé des installations de cuisson aménagées à l'intérieur d'anciennes citernes romaines, ces réservoirs maçonnés qui servaient jadis à stocker l'eau. Les nouveaux occupants avaient repéré ces cavités solides, à demi enterrées, protégées, et les avaient reconverties en fours pour cuire leur pain et leur nourriture. Ce détail, en apparence minuscule, en dit long. Il montre des gens qui ne faisaient pas que passer, mais qui vivaient là, cuisinaient et organisaient leur quotidien autour de ces foyers de fortune. Un four installé, c'est le signe d'une vie qui s'organise, jour après jour, sur les décombres. Cette réoccupation ne dura pas quelques années, elle s'étira sur des siècles. Les traces indiquent une présence humaine sur le site bien après le premier désastre, une occupation qui se prolongea jusqu'à une nouvelle catastrophe, car le Vésuve n'en avait pas fini avec la région. Vers l'an 472, plusieurs siècles après la mort de Pompéi,
le volcan connut une autre éruption majeure, celle que l'on rattache à l'événement dit de Poléna, qui recouvrit de nouveau la contrée de ses cendres. Ce nouveau coup acheva de ruiner ce qui subsistait de vie sur les lieux. Entre les deux éruptions, durant tout cet intervalle immense, la région ne fut jamais tout à fait déserte. Des hommes s'y accrochèrent, génération après génération, jusqu'à ce que le feu de la montagne les chasse une fois de plus. Cette découverte change profondément le récit que l'on faisait de Pompéi. La ville n'a pas connu une mort unique et nette. Elle a connu un long déclin, étalé sur des centaines d'années. Un premier désastre qui tua la cité prospère et chassa ses habitants. Puis un retour, une occupation modeste des plus pauvres sur les ruines. Puis un lent effacement. Enfin une seconde éruption qui referma le tout. La plaine grise que découvrirent les fouilleurs du XVIIIe siècle ne recouvrait pas seulement une journée d'horreur, mais aussi les couches d'une longue histoire postérieure, celle de ceux qui continuèrent d'habiter ce lieu à la fois dangereux et fertile. Il faut se tenir devant l'une de ces citernes reconverties pour mesurer l'étrangeté de la chose. Le réservoir romain, avec ses parois enduites pour retenir l'eau, garde encore la forme de sa fonction première. Et à l'intérieur, les traces noircies d'un feu qui n'a rien à voir avec lui. Le foyer d'un peuple venu longtemps après, cuisant son pain dans le ventre d'une ville morte. Deux époques se superposent dans un même creux de pierre. Le confort d'avant et la précarité d'après. L'eau des Romains prospère et la fumée des occupants venus longtemps après. C'est une bonne image de ce que fut le site une fois la ville disparue. Ainsi, la cendre n'a pas seulement conservé l'instant de la mort, elle a recouvert aussi, dans ses couches supérieures, la trace de ceux qui vinrent ensuite s'installer sur les ruines. La ville figée par le désastre a continué d'abriter des vivants là où l'on croyait qu'il ne restait que des morts, bien au-delà du jour où on la pensait éteinte. Cette occupation tenace, repérée dans les étages émergés et les citernes noircies, est l'une des découvertes les plus inattendues du site. La preuve qu'une ville, même ensevelie, peut mettre des siècles à mourir tout à fait. En l'an 2024, dans un quartier de Pompéi que l'on venait à peine d'ouvrir, une fresque surgit d'un mur. Elle représentait un plateau garni, posé sur une table, et au centre, une galette ronde et plate, bordée de fruits et de ce qui ressemblait à des épices. La presse du monde entier s'en empara aussitôt et la baptisa l'ancêtre de la pizza. L'image était trompeuse, car ni la tomate ni le fromage fondu de la pizza moderne n'y figuraient, et les archéologues eux-mêmes rectifièrent avec prudence. Mais ce retentissement disait quelque chose de vrai. 2000 ans après sa disparition, Pompéi continue de faire l'actualité. Elle n'a pas fini de livrer ses secrets. Chaque année, la Terre y rend de nouvelles images, de nouveaux objets, de nouvelles victimes. Le site est loin d'avoir tout révélé. Il faut le rappeler, un tiers de Pompéi dort encore sous la cendre. Là où les fouilles se sont arrêtées, se dresse toujours ce mur de terre grise, compacte, jamais entamé, sous laquelle attendent des rues entières, des maisons closes, des fresques, que nul œil n'a vues depuis le jour du désastre. Ce qui reste enfoui, on ne le déterre plus à la hâte comme autrefois. On le laisse en réserve, délibérément, sachant que les méthodes de demain sauront en tirer davantage que celles d'aujourd'hui. Les campagnes récentes menées dans le secteur ouvert au cœur de la ville ont pourtant livré des trouvailles considérables, des demeures ornées d'une richesse inattendue, de nouvelles victimes, retrouvées avec leurs bijoux et leur or serrés contre elles dans l'instant de la fuite, des pièces intactes aux murs éclatants. Chaque saison de fouilles rouvre le dossier, ajoute un nom, précise une scène. Pompéi n'est pas un site épuisé, c'est un ensemble que l'on continue d'explorer et dont une partie reste encore enfouie. Et voici le moment de refermer la question qui aura traversé tout ce récit. Comment une ville entière a-t-elle pu être figée en un instant, ses habitants, son pain, ses graffitis, et rester intacte sous la cendre pendant 2000 ans? La réponse tient dans un paradoxe simple. Ce qui a préservé Pompéi est précisément ce qui l'a détruite. Le nuage brûlant qui tua les habitants déposa sur eux la cendre fine qui allait conserver la forme de leur corps. L'ensevelissement qui étouffa la ville la coupa aussi de l'air, empêchant les couleurs de pâlir, le bois de pourrir, les mots de s'effacer. La catastrophe la plus destructrice s'est ainsi révélée l'un des meilleurs agents de conservation. Pompéi n'a pas survécu malgré sa fin, mais à cause de la forme qu'a prise cette fin. La ville nous est parvenue figée parce qu'elle a été tuée et scellée par un seul et même phénomène. Sa disparition a été, en un sens, sa conservation. Cet héritage,
L'Europe entière se l'est appropriée. Lorsque Pompéi ressurgit au XVIIIe siècle, sa redécouverte enflamma l'imagination du continent. On se prit de passion pour ces intérieurs romains rendus à la lumière, pour leur rouge profond, leurs frises délicates, leurs motifs élégants. Une mode naquit que l'on appela le style pompéien et qui gagna les demeures raffinées de toute l'Europe, y compris en France, où l'on décora salons et boudoirs à la manière des maisons exhumées du Vésuve. Pompéi cessa d'être une simple ruine lointaine pour devenir une source vive, un modèle de beauté qui irrigua l'art et le goût bien au-delà de l'Italie. Et pour le spectateur francophone, il existe un pont plus direct encore vers cette antiquité engloutie. Car la Gaule, elle aussi, fut romaine, et le sol de France porte les frères jamais ensevelis de Pompéi. Ce que le Vésuve cacha sous la cendre, la France l'a gardé debout, en plein air. Les arènes de Nîmes, où l'on se presse encore aujourd'hui, dressent leurs gradins comme le faisait l'amphithéâtre de Pompéi. Le pont du Gard enjambe toujours sa vallée de ses arches colossales, témoin du même génie de l'eau qui alimentait les fontaines pompéiennes. Le théâtre d'Orange conserve son mur de scène presque intact, tel que les Romains le connurent. Là où Pompéi offre une ville figée par la catastrophe, la France conserve des monuments romains restés debout, jamais ensevelis, issus du même empire et du même monde que la cité du Vésuve, et que l'on côtoie parfois sans y penser. Reste enfin la montagne. Le Vésuve n'est pas mort. Il n'est pas non plus le volcan endormi que croyaient les Pompéiens. Il est aujourd'hui surveillé en permanence, ausculté et mesuré, car il domine désormais une région où vivent des centaines de milliers de personnes, bien plus que les 20 000 de la cité antique. Il est calme, mais on sait maintenant à quoi s'en tenir. C'est peut-être là ce que Pompéi nous apprend de plus utile. Une ville a péri autrefois faute de savoir lire les signes. Aujourd'hui, nous savons les lire. Une question pourtant reste ouverte, et elle refuse encore de se laisser trancher. Quand exactement Pompéi est-elle morte? 3 réponses s'affrontent, chacune avec ses défenseurs parmi les chercheurs. La première maintient la date traditionnelle du 24 août, transmise par les copies des lettres de Pline le Jeune, et défendue depuis des siècles au nom de cette longue autorité. La deuxième penche pour l'automne, quelque part en octobre ou novembre, en s'appuyant sur les fruits de saison, les braseros allumés, le graffiti tracé au fusain et les vents révélés par la géologie récente. La troisième soutient qu'aucun jour précis ne pourra jamais être établi, tant les manuscrits sont corrompus et les indices matériels, s'ils désignent une saison, restent muets sur la date exacte. La tradition, l'automne ou l'incertitude définitive. À vous maintenant de choisir votre camp. Dites en commentaire quelle version vous semble la plus solide et pourquoi ce simple graffiti au charbon devrait, ou non, l'emporter sur 1500 ans d'habitude. Nous voici au terme de ce voyage sous la cendre. Si cette plongée dans la ville figée vous a tenu jusqu'ici, laissez un pouce levé et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt devant une nouvelle histoire.